Mon nom est Grégory Blanc. Nous avons également à distance cette semaine André Allard. Hey, bonjour tout le monde, comment allez-vous? Ça va bien, André? Très bien, mon cher Greg. Super. Et on a également, dans le confort de son living room, Son living room. Je sais pas, ça ressemble à ça en tout cas. Greg. Oui. Son living room laconien. Laconien, oui. Je sais pas à quoi ça peut ressembler, non. mais... Le salon est pas du tout spartiate, il est plutôt minimaliste, mais oui, salut tout le monde. Alors, Olivier Lacombe qui est avec nous, donc, en direct de chez lui. Claudia, malheureusement, comme vous pouvez le constater, ne peut pas être avec nous aujourd'hui. Elle a un contretemps. Fait que j'ai la lourde tâche de la remplacer. Et là, comme ça paraît peut-être pas, mais je suis extrêmement nerveux et stressé et tout ce qui va avec. Parce que j'ai de très grosses chaussures à chausser aujourd'hui. Oui, puis ça prend nous trois. Donc, moi, André et Greg pour remplacer Claudia. Oui. Quand même, il faut le faire. Oui, donc, écoutez, messieurs, on a un beau petit épisode aujourd'hui. On a pas mal de choses à discuter. On va faire le tour d'un peu de tout. Puis, on va également avoir en fin d'émission une fantastique et superbe entrevue que notre super collaborateur André Allard a eu la chance de faire avec je le dirai pas, mais avec Marco Prudhomme, voilà. Donc, vous vous en doutez bien, si je l'annonce à l'avance, c'est parce qu'on a eu la chance de pouvoir aller le faire sur place lors d'un lancement. Un événement spécial dont on parlera un petit peu plus tard. André nous en glissera un mot, donnera plus de détails. Donc, commençons par le commencement. On y va avec les petites brèves, les petites nouvelles aéronautiques ici et là. Je vais lancer le bal avec un suivi au niveau d'un crash. On vous a parlé il y a plusieurs semaines de ça. Il y a eu le malheureux crash d'un Snowbirds en Colombie-Britannique, si mes souvenirs sont bons. Et donc, on avait suspecté, si vous vous rappelez un petit peu, on pensait que il y aurait pu avoir un mauvais fonctionnement du siège éjectable. Et en fait, on a eu des nouvelles du crash de Snowbirds de l'année passée. Donc, c'est ça qui relance un petit peu le débat ici aujourd'hui, c'est que on a annoncé qu'il y avait eu une malfonction au niveau du siège éjectable du crash de l'année passée à Atlanta. Donc, crash qui était survenu le 17 mai 2000... Non, je sais pas, ça c'est celui de cette année. Octobre 2019. Octobre 2019, voilà. Merci beaucoup, Olivier. Donc, on avait suspecté cette année, suite au crash, le malheureux crash qui a coûté la vie à la personne en charge des relations publiques, qu'on appelle affectueusement Jen. On avait dit, ouais, mais il y a eu le bird strike, mais il y a probablement quelque chose aussi avec le siège éjectable. Ben, en tout cas, même si le rapport officiel n'est pas sorti, on sait maintenant que celui de l'année passée à Atlanta, c'était effectivement un problème avec le siège éjectable. Et on en discutait avec Olivier auparavant. C'est un design qui est plus ou moins efficace, là. Donc c'est malheureux, mais pas surprenant. Malheureusement. Ouais. Donc, c'est pas la première fois que les deux accidents de cette année, celui de l'année passée, le siège éjectable est en cause. Ben, c'est pas le siège qui cause l'accident. Quoique, il y a quelques années, quand c'était Scratch qui était le chef d'escadron, il y avait eu un écrasement où là, vraiment, le siège était en cause. La ceinture s'était détachée quand l'avion était à l'envers et puis là, tu avais perdu le contrôle de l'avion. OK. Mais c'est de longue... Ça fait longtemps que c'est un problème connu avec ces sièges-là. OK. Bon. D'accord. Fait que, écoute, on va attendre la suite pour le crash, le malheureux crash de cette année, mais donc, malheureusement, on pense qu'en plus du bird strike, le siège, mauvais fonctionnement ou mauvais design du siège n'aura pas aidé, malheureusement. Bon. Est-ce que je peux faire mon Monsieur Tatillon? Tu parlais bien de la collision aviaire, hein? Oui, pour celui du crash de cette année, là, du mois de mai 2020, oui, l'avion aurait ingéré, semble-t-il, un oiseau. OK.
Mais suite à ça, ce qui n'a pas aidé et ce qui a causé malheureusement la mort de la personne des relations publiques, là, de Jen, ce serait probablement ajouter à tout ça un mauvais fonctionnement du siège éjectable. Donc voilà. On continue avec des nouvelles un peu toujours autant mitigées. Ogma, donc un problème avec un Embraer 190. Ça, c'est intéressant parce que les gens qui me connaissent savent que j'aime bien, j'affectionne tout ce qui est crash et near miss suite à malheureusement ce qui m'était arrivé en 2013. Puis dans ce cas-là, c'est intéressant parce que c'est de la maintenance à fond la caisse. Je te remercie, Olivier, parce que c'est toi qui me l'as flagué. C'est intéressant parce que on se rend compte, donc ce qui s'est passé globalement, c'est qu'on a eu une inversion de commandes au niveau des flight control. Puis la raison pour laquelle on en glisse un mot aujourd'hui, c'est que c'est le genre de choses qui me fascine parce que, entre autres, par exemple, le crew, durant le pre-flight, n'a pas catché le problème en bon français. Là. Donc, je pense que peut-être situer les gens un peu ce qui s'est passé parce que là, on part de la conclusion sans présenter le problème. Ouais, vas-y donc. Ogma, qui est une compagnie d'entretien lourd au Portugal, a fait un entretien sur un Embraer 190, déconnecté les commandes de vol et les a reconnectées, mais à l'envers. Et lorsque l'avion est parti pour son vol d'essai, comme tu mentionnes, l'équipage n'a pas... en fait, les mécaniciens ne se sont pas rendus compte de l'erreur et l'équipage non plus. Ne s'est pas rendu compte de l'erreur également. Exact. Puis ce qui est intéressant ici, c'est que sur l'Embraer 190, il y a beaucoup de gens, dont moi pendant longtemps, mais j'ai pas eu la chance de travailler sur cet avion-là, puis je sais que c'est un des avions préférés à André. Mais il y a que il y a encore des flight control qui sont à câble, donc il est visiblement pas fly-by-wire au complet, totalement, cet avion-là. Donc, il y a possibilité de pouvoir les brancher à l'envers. Et c'est ce qui a été fait durant de la maintenance lourde. Effectivement, merci Olivier de recaser l'événement dans son ensemble. Donc, c'est suite à une maintenance lourde, oui, où là, on a eu à défaire, déconnecter, probablement changer des câbles et on a tout reconnecté ça à l'envers, malheureusement. Ça, c'est arrivé le 11 novembre 2018. Ce qui est intéressant, c'est que il y a un F-16 de la Force aérienne portugaise qui a été appelé en renfort pour aider l'équipage à revenir au sol, les escorter. Aussi, dans les avions modernes, dans les affichages qu'on a dans le cockpit, on est capable de voir la position des commandes de vol lorsqu'on agit sur le manche. Oui, donc, quand on fait le test de commande, c'était comme ça dans le Dash 8, mais c'était des indicateurs mécaniques. Mais dans les Learjet que j'ai volés, c'était des indicateurs qui étaient électroniques. Mm-hmm. On peut mettre le manche à gauche, puis on vérifie que la commande de vol dans l'écran fait bien ce que le manche lui a demandé de faire. Okay. Donc, il y a façon de le faire même avec des commandes de vol. Puis, je ne sais pas si tu te souviens aussi, en avril 2019, la Luftwaffe, ils ont détruit un Global 5000 avec un problème semblable. Oui, c'est vrai. Bon point, effectivement. Une inversion de commande, mais eux autres, c'est des spoilers, je pense. Hein? Oui, les ailerons étaient attachés de la bonne façon. OK. Les spoilers étaient à l'envers. Et puis, ça c'est vraiment ça. Les trois ici, on est complètement mystifiés de comment ils ont réussi à faire ça. Là. On aimerait ça qu'ils nous appellent. S'ils nous écoutent, qu'ils nous appellent, qu'ils nous expliquent ça, on est preneurs. Oui, effectivement. Ils ont décollé avec l'avion, sont arrivés à haute altitude, ils ont fait des virages à grande inclinaison, puis quand ils mettaient le manche d'un côté, ça tournait de l'autre bord, ils étaient complètement perdus. Ils ont été chanceux, ils ont réussi à récupérer l'avion, ils l'ont atterri. Il y avait des photos, on va mettre ça dans les notes, il y avait des photos de l'avion qui atterrissait en Allemagne. Okay. Les ailes ont touché par terre, l'avion perte totale. Eh boy, OK. C'est vrai. Donc, oui, ça arrive, à chaque année, ça arrive des accidents comme ça. Je me souviens à Mascouche, il y avait un Cherokee qui avait un crash comme ça, là. Des années 2000 autour de 2001-2002 là, il y a un Cherokee qui avait décollé avec les contrôles à l'envers, les pilotes n'avaient pas vérifié, puis l'avion s'était ramassé de l'autre côté de l'autoroute en face de la piste dans la neige. Ça doit être ça, Olivier, là, on jase là, entre professionnels de l'industrie que nous sommes là, ça doit être terrible quand ça t'arrive. Tu sais, je veux dire, parce que tantôt, je m'en allais dire, j'aurais aimé ça voir la face des pilotes de la Luftwaffe ils se sont rendus compte de l'inversion. Mais en fait, c'est pas drôle. C'est drôle, oui, mais non. Là.
c'est vraiment pas drôle. Mais je vais vous donner un exemple à la maison. Si vous avez un jeu sur une console ou un PC, un simulateur de vol simple, c'est extrêmement facile d'inverser l'axe des commandes sur ce logiciel-là. Donc, même si c'est pas un logiciel d'avion, un jeu de course automobile, allez dans votre console, dans votre PC, changez le réglage de votre manette, inversez la droite et la gauche, essayez de conduire. Oui, effectivement. Et là, vous le savez, là, sciemment, vous savez que vous avez fait l'inversion. Donc, quand ça vous prend par surprise, c'est vraiment épouvantable. Oui, OK. Oui, non, j'avoue que ça doit être... je viens d'avoir le feeling là, d'essayer de m'imaginer ce que ça peut être, puis j'ai des frissons sur les bras. OK, continuons. Olivier, justement, qu'on t'a sous la main, le lancement de satellites chinois. Oui, la Chine, ils n'ont pas juste des échecs, ils ont aussi des bons lancements avec leurs fusées. Donc, 2 lancements à très court terme, peu intervenir entre les deux, le 2 juillet. Une fusée Longue Marche 4B qui est partie de Taïwan, au nord de la Chine, pas Taïwan, l'île, mais T-A-I-Y-U-A-N, Taiyuan, dans le nord de la Chine. Un satellite d'imagerie civile. Oui. Qui disent, oui. Et le 4 juillet, une Longue Marche 2D, un satellite pour des études environnementales. Et lui, il est parti de Jiuquan, dans le nord-ouest de la Chine. Donc, la Chine, ils ont comme 3-4 bases d'où ils peuvent lancer des fusées. Ils ont fait ces lancements de 2 de leurs bases la semaine dernière. OK. Fait que, somme toute, de bonnes nouvelles, là. Enfin, on pense. Oui. Ben, c'est bon pour leur programme spatial. Ils ont en tout cas, une chose est sûre, Olivier, puis on va en parler un petit peu plus tard avec à travers une autre nouvelle. Encore une fois, je me répète peut-être un peu, là, mais lentement, mais sûrement, les Chinois sont en train de placer des pions. En tout cas, on a encore tendance, pour avoir eu quelques discussions avec des intervenants, collègues, amis, à droite, à gauche, là, on a encore un peu tendance à les sous-estimer puis à dire que ça vaut rien, ça a des ailes ou c'est un satellite, bravo, mais je pense qu'il va falloir commencer à les prendre au sérieux. Puis les gens qui ne prennent pas au sérieux en ce moment, je pense qu'eux, ils ont un problème. Exact, tout à fait. Continuons avec nos petites nouvelles d'aujourd'hui. André... c'est moi, ça? Ben oui, absolument. L'industrie aérospatiale canadienne se mobilise. Oui, en fait, jeudi passé, on a eu conférence de presse la même journée. Il y a Jean Charest de l'association qui est porte-parole pour l'Association des industries aérospatiales du Canada. Et cette même journée-là aussi, il y a le Manitoba qui a fait une sortie. L'intervention de M. Charest était aussi coordonnée avec l'Association du transport aérien du Canada aussi, donc les compagnies aériennes qui sont pas les grandes lignes aériennes connues, mais l'ATAC, l'Association du transport aérien du Canada, ça regroupe toutes les compagnies aériennes, entre autres, qui font du Nord canadien puis qui font des régions. Et ça, c'est l'association qui est chapeautée par M. McKenna, hein? Exactement. OK. Et cette association-là aussi étant avec l'industrie aérospatiale, ils sont sortis fortement. On fait des appels à l'aide au gouvernement fédéral. On a rementionné cette semaine que pourquoi investir dans l'industrie aérospatiale? Ben, c'est que le revenu moyen, c'est 50 000 $ et chaque dollar investi dans l'industrie aérospatiale canadienne en rapporte 3 à l'économie canadienne. Okay. À cause des emplois secondaires et de l'investissement en recherche et développement. Donc, l'industrie aérospatiale, c'est une industrie qui investit beaucoup et qui crée beaucoup de richesses. Elle exporte aussi beaucoup. Donc, quand on vend à l'étranger, on va chercher l'argent produit à l'étranger, les richesses étrangères, puis dans le fond, on se trouve à les importer ici. Donc, c'est une industrie qui est très rentable pour l'économie, plus que bien d'autres industries. Transport aérien, ben là, écoute, transport aérien régional aussi, il y a eu une réunion la veille, 2 jours avant mardi passé, il y avait une réunion du ministre québécois, M. François Bonnardel, ministre des Transports, avec les intervenants de l'industrie du transport aérien régional. Et dans toutes ces réunions-là,
qu'on nous présente, qu'on voit, il y a toujours un absent de taille. Oui. C'est le fédéral. OK. Nous, pour le transport aérien au Canada, le ministre astronaute perdu dans l'espace, Marc Garneau, ça serait le fun qu'il se pointe de temps en temps, tu sais. Surtout que la phrase qu'il nous a laissée cette semaine après la réunion des transports pour le transport aérien régional, c'est que, tu sais, c'est une belle déclaration creuse dans le genre, nous serons là pour appuyer les intervenants du transport aérien, le ministre et les différentes entreprises, parce que le transport aérien régional, c'est important. Mais tu sais, c'est la belle petite phrase creuse qui font copier-coller d'un ministère à l'autre là, pour dire oui, on est là. Tout à fait. Et on sent qu'il y a un sentiment d'urgence en ce moment. Que Ottawa semble pas réagir. On est empêtré, je sais pas trop dans quoi Ottawa. Est-ce que c'est les scandales libéraux? Je sais pas. Mais il faudrait que ça se réveille. Là. C'est comme. Mais on sait, c'est pas la première fois qu'on en parle, André. Puis je sais que ça, c'est entre autres le sujet de prédilection de Claudia. Elle est très à l'aise avec les chiffres et tout ça. Je vais m'y essayer, mais en fait, on n'aura pas besoin d'aller aussi loin que ça. Je sais pas si tu te rappelles, puis je pense que c'est important de le mentionner. Ça fait quelques fois en préparation d'émission où entre nous, on se dit que, mais tu sais, mon Dieu, qu'est-ce qui peut bloquer? Qu'est-ce qui fait que le fédéral hésite si tant que ça? Puis une des pistes de solution qu'on avait mis de l'avant, c'était le fait que il y a entre autres beaucoup de cette industrie qui est située au Québec, puis que malheureusement, ce manque de volonté-là serait entre autres drivé en bon français par le fait que si on donne de l'argent pour de la relance, il y a beaucoup de cet argent-là, de cette enveloppe-là qui va passer au Québec, puis ça, politiquement, ça peut être dommageable. Et c'est ça qui est plate, c'est ça qui est dommage. Ouais, regarde, là, D'Evelyn est en train de tomber sur le derrière. Regarde, D'Evelyn va être en difficulté financière, ou en tout cas, va avoir besoin de se tourner vers le futur. Oui. Et c'est pas juste, puis il y a le transport aérien aussi, et puis c'est pas juste Air Canada, il y a un paquet de petites compagnies aériennes au Canada qui ont besoin d'un coup de main, tu sais. Tous les Bearskin, Perimeter, Calmair, Westwind Aviation et autres que j'oublie, je m'en excuse, là, mais... Excuse-moi, André, je t'ai coupé. Ouais, il n'y a pas de problème. Mais c'est ça, c'est toutes des entreprises qui sont essentielles. Et dans le cas, t'aimes ça les chiffres, Greg, va t'en donner. Ah ouais, donc. Dans le cas de l'aviation, oui. Le gouvernement fédéral perçoit environ 300 millions de dollars de loyers de la part des grands aéroports canadiens comme Montréal, Toronto, Québec, Vancouver, Calgary. OK? Oui. Donc, 300 millions de dollars de loyers de ces aéroports-là. Et en plus de ça, sur ton billet d'avion, tu ne le vois pas, mais tu as une taxe pour la sécurité aérienne. Donc, tu sais, pour payer les contrôles d'AXA puis tout ça, là. Oui, tout à fait. Tu as une taxe qui est 15 $ pour un billet aller-retour, OK? Oui. Savais-tu qu'il y a pas loin de 500 millions de dollars de surplus qui sont générés par cette taxe-là? Ce fameux 15 $ là? Ouais. OK. Donc, le transport aérien au Canada génère des surplus de 800 millions de dollars pour le gouvernement fédéral. Okay. Et là, je te parle pas de la TPS TVQ sur les billets d'avion, la TPS et billets d'avion, la TPS sur les salaires, puis les revenus d'impôts qu'ils vont chercher et tout ça. Là. Oui. Je te parle juste, comparé à toutes les industries, là, les autres industries, là, c'est 800 millions de plus. Mais en plus de ça, des compagnies aériennes, des aéroports, ils payent des taxes municipales, ils payent des impôts, exact. Ils versent des salaires, donc ils contribuent à l'économie. Donc, le transport aérien, c'est une vache à lait du gouvernement fédéral. Puis, il est pas capable de comprendre que là, si tu veux maintenir ta vache à lait, il faut que tu la nourrisses de temps en temps. Je pense qu'ils ont aussi de la difficulté à comprendre. Il y a quelqu'un qui me faisait remarquer cette semaine, André, puis je pense que ça fait partie de l'équation, là. C'était pertinent. Je pense que ce que le fédéral manque en ce moment, là, c'est... il manque de vision, mais de vision globale, c'est-à-dire c'est toutes les industries. C'est même pas juste une question de l'aéronautique comme tel ou de l'aérospatiale, appelez ça comme vous voulez, là.
c'est que toutes ces grosses industries-là rapportent d'une quelconque façon que ce soit, directement, à travers des taxes ou des surplus ou peu importe, là, rapportent de l'argent. Fait que c'est 800 millions là, au niveau des taxes aéroportuaires et tout ça. Il y a probablement l'équivalent ailleurs, peut-être au niveau, je sais pas, peut-être ferroviaire ou maritime. Fait qu'il faudrait peut-être commencer à regarder, à aller chercher tous ces revenus-là un peu partout, puis arrêter peut-être de regarder ou de targeter juste une industrie ou un secteur en particulier. Parce que c'est sûr qu'on plaide beaucoup pour notre industrie, pour ce qui nous touche à nous, mais à la limite, et la personne en question me faisait remarquer ça, c'est d'aller chercher un peu partout, là, de s'organiser que tous les domaines, toutes les industries recommencent à rapporter de l'argent. Puis on dirait que c'est ça qu'ils perdent de vue, à moins qu'ils aient un plan puis ils ne veulent pas en parler, mais pour le moment, on n'a pas l'air d'aller quelque part. Là. Ouais, tous les programmes d'aide qui ont été mis sur place pour la COVID-19 jusqu'à maintenant, c'est juste, c'est efficace, c'est bon jusqu'au mois de septembre. Donc, on a mis des programmes d'aide ponctuels, temporaires. Ouais. Est-ce qu'au fédéral, on est en train de mettre sur pied des programmes d'aide à plus long terme avec des interventions plus dans le plus long terme? Ce qui est certain, c'est que l'industrie aérospatiale, elle, quand elle planifie pour le long terme. Exact. Puis l'aide gouvernementale fait partie des décisions. Quand elle prend des décisions, l'industrie aérospatiale, l'aide gouvernementale fait partie des facteurs de décision. Et là, on a des compagnies aérospatiales qui sont en train de regarder pour le long terme. Puis au Canada, il n'y a rien de spécial. Fait qu'on risque de manquer le bateau, tu comprends? Exactement, tout à fait. Ça rejoint ce qu'on dit depuis des semaines. Si les gens nous écoutent depuis quelques semaines, quelques mois, on n'arrête pas de le mentionner. Là. C'est une industrie qui demande d'avoir de la vision et d'avoir une certaine vision à plus ou moins long terme. Là, et c'est aujourd'hui qu'il faut qu'on embarque pour essayer de relancer ça d'ici un an ou deux. Donc, effectivement. Mais on y reviendra à travers d'autres sujets. Là. Mais en fait, on continue avec toi, André. L'aviation d'affaires aux États-Unis qui a eu de l'aide? Oui, en fait, et ce sont surtout les opérateurs. Donc, on parle de NetJet, VistaJet, aussi les FBO, qui ont reçu jusqu'à 200 millions d'aides du gouvernement américain. C'est parce qu'aux États-Unis, ils ont mis sur place un programme qu'on appelle le PPP, c'est le Paycheck Protection Program. Donc, ça visait à empêcher que les employeurs mettent leurs gens à pied ou les licencient. Donc, grosso modo, on subventionnait la paye ou le salaire des employés. Donc, il y a des entreprises de tous les secteurs aux États-Unis, mais vraiment de tous les secteurs qui ont eu recours à ça, dont l'industrie de l'aviation d'affaires qui a été chercher jusqu'à 200 millions d'aides. Tu peux être sûr que l'aviation d'affaires au Canada ne recevra pas une scène du gouvernement fédéral, ça passerait pas ici. Et ceci dit, c'est pas vrai qu'on a directement aidé les plus riches. On a maintenu les emplois des gens qui travaillent pour les opérateurs, les FBO. Donc, on a quand même maintenu des emplois importants dans l'industrie et pour les communautés locales. Mais c'est comme toujours, André. Je pense que est-ce que ça a profité à un ou deux là, qui ont réussi à s'en sortir mieux que les autres? Ben oui, probablement. Là, mais le plan était d'en aider un maximum. Fait que on va voir qu'est-ce que ça va donner à long terme. Mais le dernier petit point qui est important de mentionner là-dessus au niveau de l'aviation d'affaires, c'est que, encore une fois, aux États-Unis, c'est peut-être pas la meilleure façon de le faire, mais l'aviation d'affaires est perçue comme étant une industrie et est perçue comme quelque chose d'utile. Donc, à un moment donné, il faut passer outre le fait que t'en as, oui, c'est de la luxure et tout ça. Oui, mais il y en a qui s'en servent aussi pour voyager d'un point de vue affaires et ça peut fonctionner, ça peut aider pour de vrai. Fait que, on y reviendra. Voir ce que ça va donner à long terme, cette aide-là, ce chèque-là. Autre petite nouvelle, on retourne à nos amis, voir nos amis chinois. Air China qui opère le premier vol officiel du ARJ21. Puis ça, j'ai trouvé ça absolument, absolument. J'ai trouvé ça très intéressant parce que dans les nouvelles qui sont sorties,
on mentionnait que Air China, donc une des compagnies, une des majors en Chine, avait opéré le premier vol commercial officiel du fameux Comac ARJ-21. Donc, ce fameux avion qui ressemble étrangement à un MD-80 ou un DC-9, là, comme vous voulez, vous choisirez. Puis j'ai trouvé ça intéressant. Pourquoi? Premièrement, parce que, encore une fois, nos amis en Chine avancent tranquillement, mais sûrement. Et quand je dis avance tranquillement et sûrement, c'est tranquillement, on commence à s'autosuffire avec un avion qui est probablement, puis on a tout entendu là-dessus, là, c'est lettre, ça devrait pas exister, c'est pas performant, oui, toutes ces réponses, il n'y a pas de problème, en attendant, il est là pareil. Ouais. Ça vole, puis ça prend la place, ça prend le spot d'un avion 320 ou 737, peu importe, là, mais ça occupe la place, l'espace que normalement un Airbus ou un Boeing devrait occuper, dans nos esprits en tout cas. Et il y en a déjà une trentaine donc déjà qui volent de ARJ-21, mais ce vol-là, je ne sais pas pourquoi, a été considéré par Comac comme étant le premier vol commercial officiel du ARJ-21. Fait que c'est une petite nouvelle, mais c'est juste pour nous rappeler qu'ils sont là, hein, Ouais, mais tu sais, Greg, quand tu veux analyser une situation comme la Chine puis Comac, il faut pas juste que tu prennes compte de là où ils sont maintenant. Il faut toujours que tu prennes en considération d'où ils sont partis et où ils s'en vont. Et c'est ça, moi, qui m'impressionne dans la Chine. Ils sont partis de tellement loin. Oui, absolument. Ils ont persévéré, puis ils font des progrès, puis ils vont continuer de faire des progrès. Oui, mais c'est ça qu'il faut... Donc, on en a parlé tantôt, là, il y a quelques minutes avec le satellite. Là. Puis je disais, on va en reparler un peu plus tard. C'est à travers cet exemple-là. Et je pense que c'est à travers des événements comme ça qui peuvent paraître anodins, qui ont probablement fait sourire une couple de personnes quand ils ont vu la nouvelle passer, qui ont probablement fait sourire des gens quand ils ont vu l'avion, qui se sont rappelés que, ah oui, c'est vrai, c'est une pâle copie du MD-80 et c'en est une parce qu'ils ont acheté les blueprints de Boeing à ce moment-là. Avec une aile qui était redesignée par Antonov, mais il reste quand même que c'est du très réchauffé. On s'entend, là, la RJ-21, là, c'est un plat principal qui a été réchauffé une couple de fois puis qu'on nous resserre, mais en même temps, il continue à avancer, à former de la main-d'œuvre, à tester de la technologie, etc., etc. Donc, on en a déjà parlé, puis je pense que tu seras d'accord avec moi, André, puis même Olivier, je sais que tu es un grand fan de la Chine, techniquement parlant, je parle. Là. Ouais. Mais je pense qu'on n'a pas fini d'en parler. On n'a pas fini d'en parler parce que ils sont en train de placer leur pion, puis... il va commencer à être temps qu'on regarde la réalité en face. Là. Et ça, ce que ça sous-entend, c'est qu'il va falloir commencer tranquillement à les considérer comme un adversaire, entre guillemets, là, businessment parlant, on s'entend, là, sérieux. Tout simplement. Tout à fait. Voilà. On continue. On va aller faire un petit tour. On va aller faire un petit tour dans les Europes. Donc, en fait, ça concerne l'Europe parce que ça concerne ATR, mais ça se passe en Chine. Il y a une petite affaire qu'on avait, comme moi, personnellement, j'avais totalement oublié, c'est que l'ATR 42, la version 600, n'était pas certifiée en Chine. Donc, je ne sais pas si vous, messieurs, le saviez, mais moi, j'avais complètement oublié. J'étais à peu près certain que, vu que l'ATR est quand même un vieux programme, une vieille plateforme, entre guillemets, là, je ne vais pas insulter nos amis de Toulouse et italiens, mais il reste que j'étais à peu près certain que, dans ma tête, c'était done deal. L'ATR pouvait voler à peu près partout sur la planète, là. C'était mon cas aussi. Ouais, non, sérieusement, sincèrement, je l'ignorais. Puis on a appris cette semaine, en fait, que l'ATR 42-600 a été certifié, ou en tout cas est en voie de l'être. Là. C'est une question de jours, si ce n'est pas de quelques semaines. L'ATR 42-600, donc, qui est en voie d'être certifié, on va le dire comme ça, par les autorités chinoises.
s'est passé, ce qui a fait un petit peu la nouvelle, c'est parce qu'on a... ce qui inquiétait un peu les autorités chinoises, c'est que l'ATR-42, on voulait savoir s'ils pouvaient opérer à très haute altitude de façon efficace, parce qu'on sait, par exemple, en contrepartie, que le 72 à très haute, dans les opérations à haute altitude, c'est pas un très bon choix. Mais tous les tests ont été faits en collaboration avec les autorités chinoises. Ça fait des années que ATR travaille sur ce projet-là. Donc, ça, je ne sais pas si c'est quelque chose que tu savais, Olivier. Là, ça fait au-delà, on dit plus de 2 ans. Moi, j'ai lu entre les lignes que ça fait presque 4 ans qu'ils travaillent sur ce projet-là de faire certifier l'ATR 42-600. Puis je te pose la question, Olivier, dans le sens où moi, je me doutais pas que ça pouvait être aussi long, mais c'est-tu quelque chose qui est normal ou c'est un cursus normal pour les Chinois de prendre autant de temps pour certifier un appareil occidental? C'est une bonne question. Je pense que je voudrais faire des recherches, mais il me semble que les autres avions ils sont certifiés assez rapidement. Si on regarde les avions bombardiers, les avions d'affaires de bombardiers sont certifiés assez rapidement en Chine. OK. André, tu as ton expérience? Je vais t'avouer que là, je suis un petit peu dans le doute, là, mais c'est long, 4 ans. Oui, ben c'est très long. Mais il faut savoir que les Chinois aussi, ils développent des avions de passagers à turbopropulsés en ce moment. C'est peut-être qu'ils se sont dit, on va les installer le temps qu'on sorte nos avions de turbopropres. Mais là, comme leurs avions de turbopropres sont pas prêts, ils se sont dit, bon, ben là, on a comme plus le choix, on va les certifier parce que, visiblement, on a besoin de quelque chose. Ça peut être ça aussi, là. Faut pas, Greg, il s'amuse, il dit, nos amis les Chinois, mais les Chinois, c'est pas nos amis, là. Oui, non, mais c'est une façon de rester poli. Nos amis les Soviétiques l'étaient. Il faut enlever ça de la tête, là. OK, ouais, non, d'accord. Je pensais pas que ça te choquerait, Olivier, que je les appelle nos amis. Mais OK, je vais faire un effort supplémentaire et conscient, je te le promets, d'arrêter de les appeler nos amis. Tu sais que je t'ai déjà dit que mon grand-père les appelait le péril jaune à l'époque. Là, fait que, ils ont eu à peu près tous les surnoms, je pense, sur la planète. Mais là, il faut dire de compétition de grande puissance. Compétition de grande puissance, oui. Ils ont 2 clients, donc juste pour finir sur cette nouvelle-là, en Chine, donc il y a 2 clients qui ont signé des lettres d'intention en 2017, là, puis qui semblent attendre l'avion avec impatience. Là. ATR évalue à peu près le marché à 70 appareils pour le 42 et au-delà de 200-250 pour le 72. Fait que je pense que c'est quelque chose qui est très attendu chez ATR. Il y a du monde qui doit faire les 100 pas à Toulouse dans un quelconque couloir quelque part. Là. Ils doivent attendre ce bout de papier-là avec impatience, effectivement. Donc, écoute, on leur souhaite bonne chance. Il reste quand même que c'est une très bonne machine, l'ATR. Faut pas se leurrer. Donc, on va voir qu'est-ce que ça va donner comment l'avion va opérer. En fait, moi, je suis curieux de voir comment il va opérer, comment il va être opéré dans l'Empire du Milieu. C'est l'Empire du Milieu qu'on appelle, hein, Olivier? C'est un autre nom qu'on peut donner? D'accord. Oui, tout à fait. All right. Continuons avec l'Europe, avec des accords chez Safran qui ont été signés. Donc, on sait qu'avec ce qui se passe un peu avec pas juste un peu, avec la COVID, la plupart des compagnies, puis nous autres, on va se concentrer sur l'aéronautique, l'aérospatiale. Les compagnies essayent tant bien que mal de se sortir du trouble. Donc, là, c'est au tour de Safran qui a évité le pire, on va dire entre guillemets. Là. Donc, c'est Safran qui s'engage donc à ne pas... Puis ça, c'est pour 18 mois, ça, André, c'est ça? Oui, en fait, c'est ça, c'est des mises à pied partielles, mais de longue durée qu'ils appellent en France. Là. Okay. Donc, il y a moyen de pas faire de mise à pied, puis on a recours à différents programmes d'aide gouvernementale déjà existants pour maintenir les gens en emploi. Ça veut dire que les gens vont faire moins d'heures en général et de ce genre de choses-là. Là. Ouais. Ils ont déjà supprimé 10 000 emplois, juste pour remettre les gens en contexte, là. Ils ont 95 000 employés à peu près dans 27 pays.
Il y en a à peu près 45 000 en France et ils ont déjà malheureusement supprimé 10 000 postes à travers le monde, notamment et surtout aux États-Unis, Mexique et Royaume-Uni. Donc, ça joue dur, on le savait, on s'en doutait, là, mais ça va faire mal dans les prochains mois, malheureusement. Puis, petite note à mentionner ici aussi, parce que on sait que même ici, au Canada, au Québec, la plupart des grosses compagnies, style Pratt & Whitney, Bombardier, même Big Pratt aux États-Unis, ils essaient, avant de licencier massivement, ils essaient de faire des départs à la retraite volontaires. Certains diront forcés, là, mais disons que si tu n'es pas très loin de la retraite, on va fortement te suggérer de la prendre. Donc, il y a certains petits packages qui existent où on va permettre à ces gens-là de quitter sans pénalité. La clé ici, puis le pourquoi que je le mentionne, c'est que ces départs à la retraite où on te suggère fortement de quitter, jusqu'à tout récemment, les gens ne pouvaient pas se permettre de faire ça parce que souvent, il y avait des pénalités qui venaient avec. Là, on a commencé à entendre un peu à droite à gauche que les compagnies qui l'offraient s'engageaient à ce qu'il n'y ait pas de pénalité et ou à couvrir les pénalités s'il y en avait. Donc, on va essayer de passer par là avant de commencer à devoir licencier dans les troupes. Est-ce qu'on sait s'il y aura un impact sur l'usine qui était à Mirabel? Moi, j'ai pas de nouvelles à ce niveau-là. Ce que j'ai vu à droite à gauche, puis je te laisse embarquer, André, 2 secondes. Ce que j'ai vu à droite à gauche, c'est que c'est surtout le Mexique et les États-Unis qui vont être frappés par la vague, là. Mexique d'abord, États-Unis par la suite. Je ne sais pas si l'usine canadienne, une des usines canadiennes, dont Mirabel, va être touchée par ça, là. Théoriquement non, Greg, parce que l'usine à Mirabel, il fabrique les fuselages du Global 7500. Ça, c'est Stelia, ça? T'as raison. Oui, t'as raison. Là, je suis perdu. Obligé rien à dire. Ben oui, je suis complètement dans les patates. Allô, rappel à l'ordre. C'est Safran ici. Non, il n'y a pas de problème. Oui, ça arrive, André, ça arrive. Carton jaune, mais donne-moi en 2, je pense. Non, parce qu'à 2, c'est un rouge automatique. Fait qu'oublie ça. Non, ben écoute, j'ai pas eu de nouvelles pour Safran. J'ai pas rien entendu. OK. Ici, à Mirabel, ils font des trains d'atterrissage. Donc, comme moi non plus, j'ai rien entendu de bien particulier là, à travers collègues, amis et contacts là, dans l'industrie. Fait que, écoute, pour le moment, on va leur souhaiter bonne chance. J'espère qu'il n'y aura pas grand-chose. Probablement des restructurations. Les usines qui ne seront pas touchées, moi, ce que je sais, par exemple, en contrepartie, c'est que les usines qui ne seront pas touchées par des licenciements devront passer à travers un système de restructuration. Fait que là, on s'en doute, le processus et tout ça. Là, donc, au minimum, ils devront passer par ça, sûr et certain. Bon, et voilà, c'était mon moment d'égarement de la semaine. Ben oui, écoute, il n'y a pas de problème. De toute façon, on s'en va vers toi, là, André. On s'en va à la chronique Renton. Alors, le Max, André, les analystes commencent à avoir des doutes? Oui. Ben, en fait, avant de parler des nouveaux problèmes, juste souligner que la deuxième série de tests d'essais en vol pour le MAX devrait commencer, si ce n'est déjà fait cette semaine. OK. Donc, tant mieux pour eux autres, mais ça change rien au fait que les analystes, eux, commencent à sérieusement douter de l'avenir du MAX. Okay. C'est la semaine dernière, c'est la compagnie Global Data qui a sorti une analyse et qui a remis en doute le MAX et ce qui va se passer avec le MAX au-delà de la COVID-19, parce que la compagnie constate que les annulations rentrent très rapidement dans le cas du MAX, plus rapidement que n'importe quel autre programme d'avion, toute proportion gardée. Okay. Et là, ben, c'est la viabilité à moyen et long terme qui commence à être remise en question. Et l'effet principal de cette analyse-là, c'est qu'on a commencé à avoir
percolé cette analyse-là dans d'autres médias, donc c'est repris. Les chiffres diffusés par Global Data sont repris par d'autres. Et là, tout d'un coup, vous avez des journaux, des médias qui en parlent, et vous allez avoir on voit apparaître là, éventuellement des compagnies aériennes qui commencent à remettre en doute. Et si une mémoire est bonne, je pense qu'American Airlines a levé un doute. C'est qui dans l'équipe qui avait sorti ça? C'est moi. Okay. C'est ça qui est ironique parce que c'est à cause d'American qu'on est pris avec cet avion-là. Ouais. Et là, finalement, peut-être qu'on parlera pas de tous les avions qu'on a commandés. Et voilà. C'est assez incroyable quand même. Hein? C'est toi qui as mis le trouble. Ouais. C'est toi qui as mis le trouble, puis après ça, c'est toi qui te plains que ça marche pas. C'est excellent. Ben, je sais pas pourquoi, mais ça ressemble à un scénario classique. Ouais. Hey, by the way, André, on parle beaucoup du MAX, tout ça, mais je lisais cette semaine, puis je sais pas si vous avez vu passer ça, messieurs. Ils disent qu'il se passera pas grand-chose d'important, puis il n'y a aucune livraison possible ou action majeure qui va se passer là, avec le 777, le nouveau 777X, avant 2022, fin 2022. Non, j'ai pas vu ça. Donc, c'est... Fait que je sais pas si ça va se confirmer. Je l'ai vu passer qu'une seule fois cette semaine, la nouvelle. Donc, souvent, c'est... Je m'organise pour essayer de retrouver ça un petit peu plus vers d'autres sources. Là. Mais puis je mentionne ça juste pour faire suite au fait qu'ils n'ont rien dans le pipeline. Là. Il y a le 777 qui est en certification, qui est en processus de certification, mais le 747, la Queen s'en va bientôt. 737, on ne sait pas. Ils font plus de 767, puis le 777 peut-être. Ben, le 767 cargo, ils en font encore. Ils font nos amis les KC-46. Ah oui! C'est vrai! Nos avions pleins de FOD. Oui, exactement. Ouais. Mais regarde, effectivement, tu soulèves un point, Boeing n'a pas d'alternative. Pour le 737, ils n'ont pas de plan de relance, ils n'ont pas de plan B. Puis plus ils prennent du temps dans la mettre sur pied, plus ils sont dans le trouble. Et tu soulèves une question intéressante concernant le 777X, c'est que c'est un gros avion. Et qu'est-ce qui arrive avec les gros avions en ce moment? Personne n'en veut. Ouais. OK? Alors, ça va être un gros problème pour Boeing. Alors, moi, de me dire qu'il ne se passera rien de majeur sur le 777X avant 2022, je trouve pas ça absurde comme nouvelle, en tout cas. Oui, ben c'est sûr que c'est pas des bonnes nouvelles. C'est sûr qu'ils travaillent. C'est sûr qu'ils travaillent sur quelque chose. Ça ne se peut pas qu'ils ne travaillent pas sur un projet quelconque X. Mais ce que j'ai vu, par exemple, passer quelques fois dans les dernières semaines, dans le dernier mois, c'est la fameuse remotorisation du 767. Je veux pas te partir là-dessus, André, parce qu'on a d'autres sujets à couvrir, mais l'idée du 767 remotorisé, ça a l'air. Il semblerait qu'elle n'est pas morte. Ça veut pas dire que ça va se faire, mais l'idée, elle plane encore chez dans certaines cliques chez Boeing. C'est ce que j'ai vu ici et là. Fait que je suis vrai. Là, ça pique ma curiosité. J'ai vraiment hâte de voir s'il va se passer quelque chose avec ça. C'est sûr qu'une idée avec un 767, ça plane. On le sait qu'un 767, ça peut planer longtemps. Oui. On est des experts au Canada là-dessus. Absolument. Ouais, exact. On peut même leur montrer comment faire. All right. Fait que, tout en restant dans les nouvelles bof, André, allons faire un tour en Angleterre, là, dans le bout de Rolls-Royce. Ouf. Ouais. Fait que normalement, le moteur, c'est mon bag, mais là, il y a des chiffres, là, on perd de l'argent, on perd de l'argent. Ben, écoute, pour la première moitié de 2020, Rolls-Royce a englouti la coquette somme de 3 milliards de livres sterling, ce qui fait que c'est 5,1 milliards de dollars en dollars canadiens. Ouais. Elle prévoit dépenser ou brûler 1 autre milliard de livres dans la deuxième moitié de 2020. Mm-hmm. OK? Là, ils disent, ils ont déjà reçu un prêt de 2 milliards ou une aide financière de 2 milliards du Royaume-Uni et ça va prendre un autre 2 milliards. Les actionnaires sont contents ils sont pas contents parce que quand le gouvernement britannique fait ça, on dilue, ils prennent des participations dans l'actionnariat, donc on dilue la valeur
la valeur du placement ou des actions pour les actionnaires. Donc, c'est pas de gaieté de cœur. Ouais. Mais en même temps, c'est ça. Et l'autre donnée importante, OK? Rolls-Royce prévoit que ça va prendre 7 ans avant de revenir aux revenus d'avant la COVID-19, OK? Ouais. Pour la façon dont on calcule ça, puis pour comprendre pourquoi ils arrivent à ce calcul-là, c'est qu'oubliez pas que les motoristes de nos jours, ils vendent même parfois leurs moteurs à perte. Ils vendent des moteurs en bas du prix coûtant pour obtenir la commande des compagnies aériennes. Tout à fait. Et ils se reprennent sur l'entretien, sur les programmes d'entretien. Ouais. Alors, en ce moment, les avions volent pas, les moteurs s'usent pas, donc tu vends pas de moteur neuf, puis t'as pas de pièces de moteur usagées, puis t'en as pas de pièces de moteur usagées aujourd'hui, mais ça veut dire que t'en auras pas dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Alors, pour que la business revienne comme avant, il faut que d'abord que tes vols reviennent à 100% de ce qu'ils étaient avant. Ouais. Puis après ça, quand ça fait 2 ans, 3 ans que tu es à 100% de ce que c'était avant, là, le chiffre d'affaires pour d'entretien des moteurs va revenir. Mais si tu maintiens les vols à 80% de ce qu'ils étaient avant, les heures de vol, ben tu peux pas. Les fabricants de moteurs sont pas en train de se rattraper, ils sont encore en train d'accumuler du retard sur l'entretien des moteurs. Ça fait que ça continue d'allonger le temps où ils vont revenir à un revenu normal. Donc, c'est pas évident. Écoute, ils disent que pour le moment, c'est pas que Rolls-Royce n'est pas en mode panique parce qu'ils ont encore à peu près 10 milliards en cash flow. Puis ils auraient accès à 2,5 milliards, un prêt qui est déjà autorisé mais qui n'est pas encore débité. Oui. Là. Oui. Mais il reste quand même que si ça prend ne serait-ce que 2-3 ans, comme on a prédit là, que ça prendrait pour revenir à un semblant de normal, ça risque de faire mal. La bonne nouvelle là-dedans, par exemple, c'est que les moteurs, les problèmes qu'ils avaient sur certains moteurs, dont principalement le Trent Mill sur le 787, on a réussi à descendre la quantité de moteurs affectés. Ils appellent ça dans le one figure. Là. Fait qu'ils ont quitté le double digit. Ce qui veut dire qu'on est en bas des 10% de moteurs qui sont encore affectés par des problèmes. À ce niveau-là, certains experts disent que c'est peut-être ça et le fait qu'ils sont motoristes uniques sur le A350, mais la COVID pourrait leur permettre de rattraper le temps perdu. Et puis ça, ce que ça veut dire que ça pourrait leur permettre de faire passer les moteurs, les Trent Mill à l'overhaul, puisque les shops sont ouvertes. On le sait que les shops sont ouvertes. Là, tu nous mentionnais quand on préparait tout ça, André, que le Rolls-Royce est considéré comme service essentiel. Là, donc, ils sont tout roule à fond la caisse en Angleterre. Là. Donc, c'est peut-être ça qui pourrait les aider dans le sens où au moment où au moment où les opérateurs vont avoir besoin de leurs avions, puis on sait que le 787, c'est le prochain sur la liste, bien avant les 777 et autres machines, les moteurs auraient de très bonnes chances d'être disponibles et réparés aux standards auxquels ils devaient être. Jusqu'à maintenant, ils avaient un backlog qui était relativement assez chargé. Mais ils disent qu'ils ont été capables de rattraper un petit peu de temps perdu et on est maintenant rendu donc en bas de 10% là, de moteurs affectés par les problèmes. Ce qui est une bonne nouvelle. Donc, tu sais, on a réussi à tirer un peu de notre épingle du jeu grâce à la COVID, mais là, il va rester à savoir si ça va perdurer. Puis là, moi, je parle bien évidemment d'un point de vue technique. Là. Je parle pas au niveau des chiffres que tu nous as mentionnés, André. Là. Dernier point là-dessus, tout devrait bien aller pour Rolls-Royce dans le futur, à condition, puis c'est là-dessus que je voulais finir, là, à condition que le Trent qui est installé sur la 350 ne fasse pas des siennes non plus, puisqu'on sait que c'est une motorisation unique, puis ils n'auront pas de marge d'erreur. S'ils poussent Airbus à aller chercher un deuxième motoriste, là, ça risque de faire mal. Et, by the way, juste pour finir aussi, encore une fois, Rolls-Royce, il y a déjà 9000 emplois qui ont été coupés au moment où on se parle. Donc, on espère que
ça ira pas plus bas que ça. Là. Ça commence à faire beaucoup de monde au chômage, malheureusement. Et André, à Rolls-Royce, on n'a toujours pas de nouvelles pour Montréal? Pas de nouvelles pour Montréal. OK. Donc, on imagine qu'il s'est passé quelque chose, que les discussions soient allées de l'avant parce qu'il devait donner une réponse avant le 30 juin, c'est bien ça? Oui, exact. Puis, j'ai cru comprendre entre les branches qu'il y a peut-être eu finalement un dialogue entre le syndicat et l'entreprise à Montréal. Mais ça, regarde, je peux pas te le confirmer hors de tout doute. OK. Bon, ben, on espère qu'ils ont été capables de s'entendre sur quelque chose. Là. Parce que ce serait vraiment dommage que l'usine de Montréal passe au coup près. Peut-être pas disparaître, mais qu'on soit obligé de se débarrasser de beaucoup de ces techniciens-là. On continue. United. Mauvaise nouvelle. Hein? Vas-y, excuse-moi. 36 000 mises à pied annoncées pour le mois d'octobre. 36 000. C'est pas... c'est le tiers de la force de travail de chez United. Mm-hmm. Et c'est dans toutes les catégories. Là. Il y a pas une catégorie d'emploi qui va être épargnée avec cette coupure-là. Okay. Il faut se rappeler que les programmes d'aide américains sont bons jusqu'au mois de septembre pour l'industrie aérienne. Donc, c'est normal qu'au-delà de ça, on veuille pas conserver tout le monde. Il faut que tu rajoutes à ça le fait qu'il y a résurgence aux États-Unis, dans le sud des États-Unis, des cas de COVID-19. Puis là, ben, les réservations ont recommencé à baisser. Et il est en train de s'établir un étrange de phénomène aux États-Unis, c'est que vers la fin juin, dans le but d'aller chercher plus de clients puis d'essayer de voler de la clientèle aux compétiteurs, il y a des compagnies aériennes qui ont commencé à augmenter le nombre de vols, tu sais, puis les fréquences. Okay. Parce que le but, c'était, on commence à avoir du monde, on va aller voler de la clientèle à Delta, on va aller voler de la clientèle à United, American va aller en voler aux autres, puis là, ils se sont mis à ajouter des vols, OK? Et là, ils sont comme coincés dans une dynamique où ils sont en compétition l'une contre l'autre, puis ils augmentent le nombre de vols, ils augmentent le nombre de sièges disponibles, alors que les passagers sont en train le nombre de passagers diminue. Là, ils sont en train de se créer un gros problème, parce que plus de vols, moins de passagers, si tu sais compter, ça veut dire plus de déficit, hein? Ouais. Alors, il y a un gros problème. Octobre noir pour l'industrie de l'aviation aux États-Unis, c'est fort possible. C'est-à-dire regarde, t'en as 36 000 juste avec cette compagnie-là. Il faut commencer à prendre des décisions pour le long terme. Tout le monde s'attend à ce que on sera pas revenu à 100% à l'automne, puis même en 2021, ça serait surprenant qu'on dépasse le 70%. Donc, il faut se débarrasser du tiers des employés. Mais c'est incroyable. 36 000 employés, c'est fou, là. Pour une compagnie, là, se débarrasser d'autant de personnes, là, parce que c'est le terme, là, malheureusement, là, se débarrasser. Ouais. Là. Ce qui me fait penser, André, que cette semaine, il y a Delta a annoncé qu'eux autres feraient tout ce qui serait possible d'être fait pour éviter des mises à pied. Puis on sait qu'ils avaient mis des programmes en place tu pouvais prendre une année sabbatique à tes frais, mais tu perdais pas ta job ni ton ancienneté. Puis ça avait donné lieu à certains beaux moments où des gens qui pouvaient se le permettre avaient décidé de prendre cette fameuse année sabbatique-là, ou ce furlough-là, je ne sais pas si c'est une année complète sabbatique, là, mais à la place de gens qui, eux, ne pouvaient pas se le permettre financièrement. Fait qu'on avait assisté à de très beaux moments chez Delta. Puis notre ami Ed Bastian a annoncé cette semaine que Delta continuerait à travailler très fort pour éviter à tout prix des mises à pied. Fait que on va leur souhaiter. On sait que Delta ont une belle vision, là, puis ont une tendance à une très bonne gestion. Là. Fait qu'on va espérer que ça puisse fonctionner pour Delta. Oui. Et une petite note pour finir dans cette chronique COVID-19. Un de tes préférés, André, qui nous quitte? Ben, moi, un préféré, regarde. Une de nos préférés. Level était... Ouais, après Level Europe qui a fait ses opérations, c'est maintenant Level France. Level France avait 3 A330 300 pratiquement neufs. C'est des avions assez récents. Okay. Et ils venaient sur Montréal régulièrement. Ils prévoyaient desservir Montréal pratiquement à l'année. Maintenant, la COVID-19 a mis fin à leurs espoirs. Il faut dire, c'est vrai
que Level France, Level Pico, eux, leur politique, c'était la politique du plus bas prix possible. Donc, ils vendaient des billets pas chers. Puis quand tu vends des billets pas chers, c'est ça. Ta survie, quand ça va mal, est plus difficile à assurer. Donc, oui, puisqu'on sait que le low cost est basé sur un effet de volume. Donc, ouais. Effectivement. Alors, bonsoir, ils sont partis. Rien d'autre à dire. Bon. OK, écoute, tant pis. T'as perdu ton indice de référence, André. Ouais, pour le prix le plus bas, il va en avoir un autre qui va prendre la place. Qu'on se pas à tête. Probablement la nature a horreur du vide, fait qu'il y a quelque chose d'autre qui va arriver, c'est à peu près certain. Alright, on va aller faire un petit tour du côté de la défense avec Olivier. Yeah! Et on commence ça en force avec des Hawkeye, c'est ça? C'est le Hawkeye, le E2D pour la France? Oui, le Hawkeye, l'avion radar embarqué. Qui est embarqué. Ouais. Pour les gens qui se demandent si aussi qu'on a déjà vu ça, si vous avez regardé dans le temps le James Bond Permis de tuer, au début du film, il y en a un qui se promène qui repère le gars de la drogue, Sanchez. Il y en a un aussi dans la poursuite de Top Route, Jack Ryan atterrit sur le porte-avions dans un Hawkeye. Donc, il fallait que je plug mon savoir cinématographique. C'est bon, on aime ça. Mais non, la France, avec l'aéronaval, la flottille 4F qui est basée à Lann-Biewe, près de Lorient, en Bretagne. Oui. C'est ça, Greg? Oui, absolument. Donc, en ce moment, ils ont 3 E2C avec les hélices NP2000. C'est les grosses hélices 8 pales qu'on voit aussi sur certains Hercule maintenant aux États-Unis. Oui. Et là, ils ont remplacé leur E2C par des E2D, la nouvelle génération. 3 avions, un contrat de 2 milliards. On parle de 10 moteurs, 6 moteurs installés, 4 moteurs de recharge. Oui. Et puis, c'est le deuxième client à l'exportation de cet avion-là. Le Japon en a déjà acheté. La chose que je n'ai pas réussi à savoir, on va regarder ça, voir si c'est le cas, c'est est-ce que les avions de la France vont être équipés de la perche de ravitaillement en vol comme les Américains ont en ce moment sont en train d'équiper tous leurs avions, tous leurs E2D. OK. Puis tu dis qu'ils sont en train de les équiper juste pour le fun de même, là, c'est une mode qui a été faite après ou ils sortaient déjà comme ça, les D? Non, c'est une mode qui a été faite après, puis justement cette semaine, ou peut-être pas cette semaine, mais tout récemment, ils ont effectué le premier ravitaillement en vol d'un Hawkeye via un F-18 à partir de porte-avions. OK, puis question pour un champion, là, pourquoi que ça n'a pas été fait avant là, sur le Hawkeye? Je pense qu'ils en avaient juste pas besoin. Okay. Et puis, parce que peut-être qu'ils allaient opérer un endroit, d'après moi, c'est quand ils devaient opérer un endroit où il y avait peut-être un E3 Sentry qui était dans le coin qui rôdait, qui pouvait leur fournir un support radar pendant de longue durée. Okay. Et là, ils se sont rendus compte, c'est le seul avion qu'on a qui n'est pas ravitaillable en vol. On peut aussi bien l'équiper pour le ravitaillement en vol, ça peut être pratique. Ça se pourrait-tu, Olivier, que ce soit aussi parce que c'est grand, la mer de Chine, hein? Oui. Mais aussi, je pense que les Hawkeye ont aussi servi dans la Corée de sable. Hein. Ils étaient au-dessus, ils n'étaient pas au-dessus du Golfe Persique, ils étaient au-dessus de la Terre. Ouais. Et puis, ils volaient longtemps. Donc, ils se sont peut-être rendus compte que l'avion, l'équipage en avion pouvait faire des missions plus longues que ce qu'il était capable de faire avec juste le carburant interne. Et quand tu as une petite flotte sur un porte-avions, il n'y a pas une vingtaine de Hawkeye qui sont là pour aller voler. Donc, c'est une façon de maximiser l'emploi de ces avions-là. De les garder en station plus longtemps. OK. Voilà. Bon, c'était pour la simple curiosité. Puis on continue avec mon petit préféré, là, dans le même ordre d'idée. V22 pour l'Indonésie. Oui, ça, c'est vraiment une histoire c'est une nouvelle qui est vraiment, vraiment étrange. Là. C'est en développement, on va vous en revenir, mais le V22 Osprey, l'avion rotor basculant, des Marines, maintenant le Japon, ils ont reçu leur premier V22 au Japon. Donc, un deuxième client à l'exportation, l'Indonésie, aurait fait une demande pour 8 MV-22B Osprey, la version Block C. C'est la version que les Marines utilisent en ce moment. OK. Donner le topo vite, le Block C, ce qui est différent, c'est qu'il y a un nouveau système de contrôle environnemental, donc nouvelle acclimatisée, et un nouveau système de guerre électronique. Et c'est aussi la version, ils se sont rendus compte à un certain moment qu'il y avait une quinzaine de versions différentes du Osprey qui étaient en service. OK. Parce qu'ils étaient tous fabriqués une année différente. Ils ont regroupé toutes ces versions-là en un bloc de version, le bloc C. Donc, ils sont après modifier les Osprey aux États-Unis pour qu'ils soient tous plus ou moins pareils. Okay. Dans le cas de l'Indonésie, c'est un autre contrat de 2 milliards.
Et ce qui porte à la confusion, c'est que le gouvernement seulement fait des coupes dans ses budgets militaires. J'ai le mot en anglais, là, mais vas-y. Ils éliminent des unités militaires, des escadrons militaires, des avions de chasse. OK. Là, le gouvernement a dit, oui, mais on a l'autorisation d'acheter ces hélicoptères-là, ces appareils-là, mais on n'a pas fait la demande pour. Sauf qu'il faut savoir que si le gouvernement américain donne autorisation à un pays d'acheter un matériel militaire, c'est que ce pays-là fait la demande de façon formelle. C'est pas juste les Américains de gaieté de cœur qui disent « Ah, l'Indonésie, ils ont beaucoup d'îles, beaucoup de superficie à couvrir, on va leur vendre des V-22. » Ouais, ce serait vraiment drôle qu'on apprenne... Olivier, ce serait vraiment drôle qu'on apprenne que c'est un adolescent de 15 ans qui a rempli le formulaire chez lui dans sa maison et puis qui a envoyé ça au Sénat. En tout cas. C'est comme un peu les films de l'espèce de trailer politico-militaire qu'on avait dans les années 80, là, comme avec Matthew Broderick. Là, War Game ou quelque chose comme ça. Là. Exactement. Ouais, OK. Donc, c'est à suivre. Dès qu'on en sait plus, on va vous en faire part. All right, cool. On continue avec des Tucano, la modernisation des Tucano colombiens. Oui, la Colombie, elle a les deux versions du Tucano, qui est l'avion d'entraînement d'Embraer. Ils ont les Embraer 312, qui est le Tucano de base. Ouais. Et ils ont aussi le Embraer 314, qui est le Super Tucano, qui est la version d'attaque au sol. Ouais. Donc, dans ce cas-ci, on parle des Tucano d'entraînement. Eux, là-bas, ils appellent ça des AT-27M. Okay. Le M, c'est pour moderniser. Donc, ça a pris 6 ans pour remettre leurs 14 avions à jour, faire une mise à niveau. Hey boy. Ils ont fait une extension de vie de 15 ans. Donc, une nouvelle aile, nouveau train d'atterrissage, nouvelle avionique. Les avions, ils sortent d'usine, sont, comme on dit dans le jargon, zero time. C'est comme des avions neufs, dans le fond. Ouais. Donc, la Colombie, c'est pas... Ils sont tous rendus au standard du Super Tucano, c'est ça? Non. C'est vraiment des Tucano standards, mais qu'une mise à niveau. OK. Bon, d'accord. Ils ont le même petit moteur, ils n'ont pas les nacelles en dessous des ailes. Le Super Tucano, il y a le fuselage qui est plus long aussi. OK. Il y a le PT668 aussi installé. Je sais que le moteur est différent comparé entre le Tucano de base, le vieux, première génération, puis le nouveau. Sur le Super. Exact, tout à fait. All right, on continue avec nos... là, je m'essaye, Olivier, parce que je suis pas sûr. Là, je peux te dire, on continue avec nos amis indiens, là? Ben oui, pourquoi pas. Les Indiens, ils sont dans le Commonwealth. On va dire que c'est nos amis. OK. Donc, le Citara? Oui, le Citara, la compagnie HAL, c'est Hindustan Aerospace Limited, la compagnie d'aérospatiale en Inde. Oui. Il faut savoir que, avant de parler de cet avion-là, c'est qu'en Inde, les programmes, que ce soit n'importe quoi, ça prend un temps fou. Okay. La bureaucratie en Inde, comme on dit, il y a beaucoup de red tape. Ça prend une éternité. Pensez juste au contrat pour les Rafales. Oui. Je pense que ça a pris 15 ans entre le temps qu'ils ont dit oui, on veut des Rafales et que le premier était livré. Là, ouais. Oui, exactement. Donc là, dans le cas du Citara, ça part du programme Light Combat Aircraft, le LCA, qui remonte début des années 90, où l'Inde voulait remplacer ses MiG-21. Il va y avoir un lien dans les notes sur le programme du LCA. Donc, le programme du Citara, ils se sont dit, hey, on développe un avion de chasse monomoteur. Ça va être une affaire de rien de prendre cet avion-là et de faire un avion d'entraînement avec. Right? OK. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, absolument. Oui. Bon, en 99, ils ont commencé le développement du HJT-36, le Citara, pour remplacer leur HJT-16, le Kiran. Oui. Et là, ce qui s'est passé, c'est que il y a eu un problème après l'autre. Il y a eu une sortie de piste avec un des prototypes en 2007. OK. Il y a eu un écrasement d'un autre prototype en 2011. Oh boy, OK. Entre-temps, ils ont acheté des PC-7 chez Pilatus en Suisse. Ouais. Entre-temps, ils se sont rendus compte qu'il y avait de la corruption dans ce contrat-là. Ils ont arrêté le contrat. Les PC-7, il y en a une partie qui sont livrées, une partie qui ne sont pas livrées. Là, il y a 4 ans, en 2016, ils ont fait des tests de vrille avec cet avion-là, le HJT-36. L'avion n'a pas passé ces tests-là. OK. Ils ont modifié l'avion. Ils ont changé la dérive. Elle est rendue plus loin en arrière sur le fuselage. Mm-hmm. Et là, ils vont recommencer à faire d'autres tests de vrille avec cet avion-là. Ils ont demandé l'aide d'ingénieurs américains pour les aider à voir ce qui s'est passé. Okay. Entre-temps, ils ont changé le moteur sur l'avion. L'avion avait un turboméca Larzac, qui était le même moteur que l'Alpha Jet. Ouais.
ils l'ont remplacé par un moteur russe, le AL551, de chez Saturn LPO, ceux qui font les moteurs du Flanker. Ouais. Et puis là, ils sont rendus là. Et puis, c'est la dernière chance pour ce programme-là. Si le programme ne passe pas ses tests de vrille, c'est fini. Il va falloir qu'ils mettent la hache. On est reparti pour 15 ans. Mais je tiens à faire remarquer que malgré tout ça, l'Inde remplace ses avions plus rapidement que le Canada, juste comme ça. Oui, il y a ça, mais c'est parce que c'est pas plus rapide. C'est juste qu'ils se prennent plus tôt, mais que ça prend autant de temps. Ouais. Là, on va toucher du bois. Au moins, au Canada, il n'y a pas de corruption. André, si on prend le cas du LCA, le Light Combat Aircraft, là, si on prend la date à laquelle le programme a été démarré, et là, l'avion vient d'arriver en escadron, en service limité. Ouais. Si on prend cette laps de temps-là, il va probablement s'être écoulé moins de temps pour le remplacement du F-18. Eh boy. OK. C'est à peine croyable. On parle d'une trentaine d'années, là. Eh boy. Ouais, OK. Mais, OK. Non. C'est épouvantable. Ne partons pas là-dessus, messieurs. Oh, quand on se regarde, on se désole, puis quand on se compare, on se console, comme dirait l'autre. Tout à fait. Ouais, OK. Ben, écoutez, tant qu'à être au Canada, grâce à l'intervention d'André, jetons un petit coup d'œil à ce qui se passe avec Top Ace. Olivier? Oui, André, c'est André qui avait sorti cette nouvelle-là. Hein? Ah, OK. J'étais sûr que c'était toi, Olivier, mais je m'excuse. Je demande pardon. Non, c'est André. Bon, ben, c'est moi. André. Bon, ben, Top Ace a acheté... Sur ton site, on va te laisser le flambeau, André. Ah, ben okay, oui, c'est vrai. En plus, c'est acheté... ton contact. Fait que, let's go. Ouais, ben, OK. Top Ace a acheté 25 Alpha-Jet belges. OK. Ce sont des Alpha-Jet qui avaient été fabriqués par Donvie, si je me trompe pas, Olivier, et qui sont différents de ceux que Top Ace possède déjà. C'est le contraire. En ce moment, ils ont des Alpha-Jet de... Breguet. De chez Dornier, et là, ils ont acheté des Alpha-Jet de chez Breguet. OK. C'est beau. On revient ça à l'envers. Et c'est un contrat qui avait été accordé, c'est une appel d'offres qui avait été lancé en 2018. Donc, ils se retrouvent avec 25 Alpha-Jet de plus, le stock de pièces qui venait avec. On ne sait toujours pas à quoi vont être affectés les petits appareils, ou est-ce qu'ils vont les garder en Europe pour le contrat avec la Luftwaffe, ou ils vont les rapatrier ici, ou encore les amener en Australie. On ne le sait pas. J'ai posé des questions aux gens des relations médias chez Top Ace, et pendant que vous étiez en train de parler du Toscano tantôt, j'ai reçu un petit courriel me dire qu'on allait répondre à mes questions. Ah, OK. Donc, on peut espérer un complément d'information pour le prochain épisode. Et puis, parlant de complément d'information, le Light Combat Aircraft en Inde, le programme a commencé en 1969. Oh boy. OK. Bon, là, regarde, finalement, peut-être que les 51 ans. Bon, ben finalement, on est bien au Québec. Au Canada, on est dans les temps. C'est correct. Là. La timeline est bon. Là. On continue comme ça. Continuons sur notre lancée. Juste finir pour Top Ace, André, la raison pour laquelle on a pris le temps de te corriger pour Dornier puis Breguet, c'est uniquement mentionner à nos fidèles auditeurs que Olivier et moi pensons qu'il y a une probable différence structurale au niveau de l'avion. Donc, c'est pour ça qu'on prend le temps de le mentionner, qu'il y a une série vient de chez Breguet et l'autre a été manufacturée chez Dornier. Donc, on ne rentrera pas dans les détails. De toute façon, on y reviendra. C'est une nouvelle qu'on reprendra dans les prochaines semaines. Là. C'est facile à distinguer. Les Dorniers, ils ont le nez pointu. Les Breguet, ils ont le nez plus rond. Si vous avez vu le film Les Chevaliers du Ciel, c'est un avion de chez Breguet qui est dans le film. Et voilà. Donc, c'est dit. On va y revenir parce que si tout se passe comme prévu, il y aura probablement de belles nouvelles, de belles annonces à faire pour Top Ace. On leur souhaite. On leur envoie toute l'énergie et de belles pensées. Il y a quelque chose de pas pire qui pourrait se tramer pour Top Ace. Fait que bonne chance. Là, c'est toi, Olivier. Là, hein, le Japan, le Japon qui a eu l'autorisation, dans le fond, d'acheter des F-35? Le Japon a un requis, en fait, des besoins pour 147 avions de plus
En fait, au total, je pense que c'est 147 avions qu'ils veulent acheter. Ouais. Et là, ils ont eu l'autorisation d'en acheter 105 en version standard, le F-35A, et en version décollage court, atterrissage vertical, F-35B. Fait que dans les 105, il y a les deux, Olivier? Excuse-moi, t'as coupé? Oui, il y a les deux versions. OK. Et au final, d'après les chiffres que le gouvernement japonais a émis, publié, oui. il voudrait avoir 105 versions A et 42 versions B. Les Japonais, depuis quelques années, je pense, sont rendus à 2 en service des destroyers ou des contre-torpilleurs en français, de porte-hélicoptères qui ont l'air en tout point des petits porte-avions d'assaut comme les Marines ont. Et non, c'est des porte-hélicoptères. Non, finalement, ces navires ont été destinés dès le jour 1 pour transporter des avions, notamment un F-35. Mm-hmm. Et là, ils vont modifier ces navires-là pour pouvoir employer les F-35B. Ils vont avoir une rampe, eux autres? Non, il n'y aura pas de rampe. Ça va être comme les Marines. Okay. Donc, un pont plat. OK. À moins qu'ils mettent une rampe, là, je peux me renseigner, là, mais il me semble que c'était avec le pont plat comme les navires que les Marines utilisent. OK. D'accord. Donc, on en a déjà 2. Les 2 sont opérationnels. Les 2 porte-hélicoptères, fake porte-hélicoptères. Là. Ben, c'est vraiment des porte-hélicoptères, là, mais c'est pas fake, là, mais en plus, ils peuvent avoir des avions. Ouais, non. En fait, fake, je disais, je faisais juste allusion au fait que on sait ce qu'on a vendu comme idée. Là. Puis, en fait, la raison pourquoi je te relance là-dessus, c'est que les gens qui nous écoutent savent peut-être, s'ils suivent un peu l'actualité de ces dernières années, que le Japon est en train de repartir sur une tangente, je ne sais pas si ça se dit militariste. On se rééquipe, on renouvelle les flottes. Il y a beaucoup d'argent qui est injecté au niveau au niveau de la défense. Là. Puis on sait que le Japon, c'est une force, en théorie, selon les accords qui ont été passés après la Deuxième Guerre mondiale, c'est une force d'autodéfense, normalement. Oui, d'ailleurs, autodéfense, c'est dans toutes leurs forces. C'est la force aérienne d'autodéfense, la force maritime d'autodéfense, exact. La force terrestre d'autodéfense. Donc, mais depuis que le gouvernement conservateur qu'il y a actuellement en poste là, au Japon, il y a beaucoup d'investissements qui sont faits, beaucoup d'investissements militaires pour se rééquiper. Donc, il se passe quelque chose avec le Japon. Puis là, je parle pas d'attaque ou quoi que ce soit, là, mais on tend à vouloir retrouver une certaine... le Japon, je pense qu'ils regardent de l'autre côté de la mer de Chine, puis ils regardent la Chine, ils font comme on est mieux de se préparer pour leur montrer qu'on ne cessera pas de marcher sur les pieds. Oui, puis en plus de ça, ils ont un adolescent en face aussi là, qui n'arrête pas de jouer avec des fusées. Là. Il y a ça aussi. Donc, c'est sûr que ça ne doit pas aider à ce niveau-là. Et on sait aussi, donc pour finir, que les Américains sont supposés les protéger, là, les Japonais. Ça fait partie du pacte qui a été signé justement, ce fameux pacte après la guerre. Mais je pense qu'il y a quand même un petit côté de « je sais que tu vas être là, mais je vais quand même m'équiper au cas où tu seras en retard. » tu sais. Ouais, c'est ça. La 5e flotte est basée au Japon, c'est bien ça? Oui, la 5e flotte, il y a un porte-avions en permanence qui est basé au Japon, entre autres. Du côté américain. Parfait. All right, on y reviendra. Je pense qu'on va... c'est pas fini cette histoire-là là, de se rééquiper en équipement militaire et autres au niveau du Japon. C'est pas fini tout ça. Puis on finit avec toi, Olivier, une petite nouvelle de l'espace, des nouvelles de nos amis de Boeing et du Starliner. Le Starliner, il y avait cette semaine, il y a un rapport indépendant qui est sorti concernant le vol quasiment manqué vers la station spatiale, puis le vol orbital presque manqué de Boeing avec leur capsule, qui est le compétiteur du Dragon de SpaceX. Oui. Donc, le rapport fait mention de 80 suggestions pour améliorer les choses, dont de tester avant chaque vol le logiciel avec le matériel de vol. Okay. Lorsqu'il y a eu la mission où ils ont presque perdu la capsule, ils ont testé les phases de la mission. Donc, ils ont testé la phase de décollage, la phase d'insertion en orbite, la phase orbitale, la phase de ci, de ça, séparément. Okay. Donc, quand ils ont roulé le logiciel sur la capsule, mm-hmm. la capsule, elle s'attendait à avoir une pause entre les deux tests.
Okay. Sauf que la pause, il n'y a pas eu de pause. C'est exemple, la capsule est arrivée, elle a fini son décollage à 11h13. Et là, elle s'attendait d'avoir 11 heures de pause avant la prochaine phase, ce qui est probablement ce qui est arrivé quand ils ont testé le logiciel avant le vol. OK. Et là, le logiciel qui a continué à rouler son code a inséré une pause, un laps de temps entre les deux phases, ce qui a complètement déstabilisé le système de guidage de la capsule. Elle n'a pas pu se mettre en orbite de la bonne façon. OK. Et donc, ça explique pourquoi ils ont presque perdu la capsule. OK. Donc, et là, Boeing va mettre en œuvre ces recommandations-là. Et ils vont faire un deuxième vol du Starliner à leurs propres frais avec un lancement sur une fusée Atlas 5. Et on parle de 100 millions pour ce deuxième vol d'essai qui devrait avoir lieu d'ici la fin de l'année ou au début de l'année prochaine. Oui, puis on sait que Boeing a un cash flow absolument incroyable en ce moment. Oui, ils ont de l'argent. Oh oui. Tant qu'à faire, on va faire un vol à nos frais. All right. Fait que ils donc, ont pu avoir le choix s'ils veulent garder le contrat. Oui, effectivement. Tout à fait. Fait que c'est clairement quelque chose qui est à suivre. On a toute blague à part, on a quand même hâte de voir ce que ça va donner. Là. On sait qu'en ce moment, SpaceX prend toute la place là, d'un point de vue médiatique. Là. Mais il reste que, en théorie, le Starliner est supposé voler et faire copain-copain avec nos amis de SpaceX. Là. Donc, c'est supposé s'en venir. On espère que ça va bien fonctionner quand même. C'est à suivre. J'ai vraiment hâte de voir ça. Sincèrement, là, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Donc, on s'en va, messieurs, si vous le voulez bien, à notre section entrevue. Puis, écoutez, allons-y tout de suite. Donc, on va avoir une entrevue, notre super entrevue entre André Allard et Marco Prudhomme. André, présente-nous donc de quoi on parle, qu'est-ce qui se passe, un nouveau opérateur au Québec? Oui, OWG, dont le nom fait jaser. Oui. Tu sais, des fois en marketing, on dit jaser, parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en. Le nom a fait jaser, mais en fait, c'est Nolinor Aviation qui lance une division de vols réguliers vers le sud, donc entre Montréal et les Caraïbes. Mm-hmm. OK? Donc, c'est des opérations 705 dans le jargon du métier, donc de lignes aériennes, mais ce qu'on appelle de la SCED, donc de la abréviation de Scheduled Flight. Donc, c'est des vols à horaires réguliers. Mm-hmm. C'est pas un low cost. Oui, on nous a mentionné que c'était surtout pas un low cost. Ouais, c'est ça. Et il faut penser qu'Nolinor, c'est une compagnie qui a 27 ans d'expérience, d'existence, et qui possède, en ce moment, en fait, c'est la compagnie qui opère la plus grosse flotte de 737 au Québec. Ils en ont donc 13 maintenant, dont 3 737-400, 8 737-900. 200. Pardon, 9. 200. Ouais, 737-200, pardon. Puis un 737-300. Donc, c'est une compagnie qui va très bien, qui a beaucoup d'expérience. Puis, avec Claudia, je suis allé à Mirabel. Mm-hmm. On a tellement de mauvaises nouvelles dans l'industrie ces temps-ci que d'avoir des bonnes nouvelles, il faut sauter dessus. Et c'est ce qu'on a fait. Puis, je vous invite à écouter l'entrevue avec le président de Nolinor et de OWG, Marco Prudhomme. Parfait. Donc, on s'en va écouter ça, la superbe entrevue que tu as eu l'occasion de faire avec Marco Prudhomme. Bonjour, Marco Prudhomme. Bonjour. On est de retour chez Nolinor après un mois à peine. Ah ouais, déjà, oui. Devenez une habitude de l'aéropod. Est-ce qu'on va revenir dans un mois? Ah, ça serait le fun. ça serait, je pense que le timing serait pas mal plus comme fin août à peu près. Fin août à peu près? Ouais. OK. Avant de parler de l'annonce d'aujourd'hui, Nolinor, est-ce qu'on peut faire un petit wrap-up rapide de l'histoire de Nolinor? Oui, alors Nolinor Aviation, c'est une ligne aérienne qui existe depuis déjà 27 ans. Alors, au départ, Nolinor a été créé pour desservir Shefferville. Alors, il y avait des chasseurs, des pourvoyeurs qui avaient besoin d'amener des chasseurs à Shefferville sur une base saisonnière. Et l'entreprise a été créée spécifiquement pour ça. En 99, lorsque nous, on est arrivés en charge de la gestion de Nolinor, notre premier mandat, ça a été de développer les opérations pour avoir des opérations annuelles, donc avoir un going concern tout au long de l'année. Et on a fait ça en achetant des avions cargo, des convers cargo.
Et c'est avec ça qu'on a été capable de garder les pilotes, les équipages tout au long de l'année. Puis graduellement, on a ajouté des avions au fil des années. Puis on s'est spécialisé surtout dans les vols nolisés. Okay. Et on a quitté tranquillement le tourisme là, de chasse et de pêche pour s'en aller dans le domaine minier, ce qu'on fait depuis quand même là, quelques années. OK. Et ça, c'est le nolisement d'avions pour le Nord canadien, ça se faisait en 737-200. Il y a quelques années, vous avez commencé à diversifier les opérations avec un 737-300. Oui, alors les 200 sont arrivés en 2007. Okay. Alors lorsqu'on a commencé les vols vers les compagnies minières. Okay. Et par la suite, on a ajouté le 300 il y a environ 2-3 ans là, pour essayer d'avoir un avion qui avait un petit peu plus de sièges, qui était un peu plus exécutif pour développer ce marché-là. Ça a été un peu long à développer. Je dois dire que c'est plutôt l'été passé, lorsqu'il y a eu la crise du 737 MAX, que c'est arrivé. Oui, disons que la demande pour les 737, toute catégorie a beaucoup augmenté l'an passé. Oui, l'été passé, c'était vraiment assez achalandé au niveau de la demande. Et là, maintenant, on arrive dans une nouvelle phase de développement de Nolinor. Oui, on est dans un hangar, il y a beaucoup de bruit. Hein? Oui, mais ça, c'est correct. On a 3 appareils derrière nous, tous des 737-400. Oui. Ils ne sont pas peinturés encore, mais ils vont servir à quoi, ces avions-là? Oui, alors les 400 qu'on a achetés graduellement depuis l'automne dernier, okay. C'est pour un projet qui s'appelle OWG, alors qu'on lance cette semaine. Alors OWG, c'est un projet sur lequel on travaille depuis déjà 2 ans. OK. Et c'est pour pour ce projet-là, le type d'avion qu'on avait besoin, c'était des avions qui avaient plus de sièges, un rayon d'action plus grand que le 200 ou le 300. Puis, c'est un peu pour ça qu'on a acheté ces avions-là. Donc, moi, j'avais vérifié dans le registre des entreprises, on trouve OWG ligne aérienne. Donc, c'est un service de ligne aérienne de passage à horaire régulier ou nolisé? Alors, c'est un service de ligne aérienne régulier. OK. Alors, on est en attente d'une réponse du ministre Garneau incessamment. OK. Et on a déposé cette demande-là il y a quelques mois. OK. Est-ce que vous êtes capable de nous donner le genre de liaison que vous allez opérer de façon régulière? Oui, à date, ce qu'on semble avoir laissé couler tranquillement, là, c'est vers les Caraïbes. Alors, la destination spécifique, ça va être annoncé d'ici quelques semaines, mais c'est pour les Caraïbes. Donc, c'est du nord-sud principalement? Oui. Donc, surtout l'hiver, mais à l'année? C'est vraiment un service qui est à l'année. Alors, c'est un service régulier à l'année. Pas tous les jours, mais quand même plusieurs journées par semaine. OK. Là, il faut répondre à la question. Est-ce que c'est un LCC, ULCC, transporteur traditionnel? Tu sais, moi, le low cost, c'est une expression qui me donne des boutons parce que dans l'aviation, il n'y a rien qui est low cost. OK? Donc, tout coûte une fortune. Je trouve que c'est la pire expression que quelqu'un en marketing a pu trouver, c'est low cost. Il n'y a rien de low cost. C'est pas représentatif d'aviation. Non. OK? Puis non seulement ça, mais généralement, je te dirais que si tu regardes le business plan des low cost, généralement, on a l'impression qu'ils sont en train de subventionner le transport pour le passager parce qu'ils font faillite à intervalles réguliers, et ainsi de suite. Alors, c'est pas un low cost. C'est surtout pas un ultra low cost. Et c'est pas un modèle d'affaires viable à long terme? Je pense pas. Je le vois pas. À date, je vois pas des compagnies, à moins d'avoir beaucoup de volume. Puis au Canada, on n'a pas beaucoup de volume. Tu sais, on n'est pas en Europe, on n'est pas aux États-Unis. Le Canada, c'est un pays qui a une problématique géographique où on se déplace surtout d'est en ouest. Les grandes villes sont toutes au sud du pays. Tu sais, on n'a pas un 360 degrés de destination quand on est basé à Montréal. Fait que low cost au Canada, moi, j'y crois pas vraiment. OK. Puis certainement pas du transport régional avec des 737-400. Non, pour les gens qui vont me poser 400, la question, serait probablement un overkill pour les régions, malheureusement. Oui, malheureusement. Donc, c'est une ligne aérienne. Est-ce que vous allez vendre juste des billets d'avion ou des forfaits vacances? Alors, ça, c'est une bonne question. La réponse à ça va sûrement arriver un peu plus tard là, dans les prochaines semaines. OK. Pourquoi le nom OWG? Alors, quand on a créé ce projet-là, au départ, il n'y avait pas de nom pour le projet. Okay? Alors, on avait une idée de ce qu'on voulait. On a créé ce qu'on appelle un think tank. On avait une équipe de 5 personnes qui ont travaillé à temps plein, fait du brainstorming, trouvé des idées, trouvé des concepts, utiliser des lignes aériennes de partout à travers le monde. Okay? Essayer de trouver qu'est-ce qui était intéressant, qu'est-ce qui était moins intéressant, qu'est-ce qui était facile à reproduire, qu'est-ce qui était plus compliqué. Puis, à travers ce projet-là, on a développé un brand qui s'appelle OWG. Si tu me demandes exactement qu'est-ce que veut dire les lettres,
Comme Nolinor, ça veut dire quoi? Okay? Uber, ça veut dire quoi? Donc, le terme, c'est OWG. C'est facile à retenir. C'est 3 lettres. Français, anglais, italien, ukrainien. Ça va être la même appellation pour tout le monde. Puis, sans vendre le punch, la couleur de base des avions, ça va être un bleu foncé, hein? Couleur de base, c'est un mix de 2 couleurs. OK. Alors, les couleurs sont dévoilées en date du 7 juillet. OK. Alors, c'est un mix là, de 2 couleurs. Début des opérations, c'est quoi la date visée? Date visée, bien ça, c'est intéressant. C'est une bonne question, ça. Quand est-ce qu'on sort du COVID? S'il n'y avait pas eu le COVID cette année, est-ce que ça serait déjà en opération? S'il n'y avait pas eu le COVID, ça ne serait pas déjà en opération. Moi, je te dirais que la date qu'on vise, c'est un peu au retour du COVID. Alors, tout le monde, de ce temps-là, c'est un peu comme le bingo, là. Alors, il y en a qui misent sur le mois de juillet, le mois d'août, le mois de septembre. Nous, on pense qu'au mois de novembre, on devrait être de retour. C'est un objectif raisonnable. Pour le temps des fêtes. Ça dépend de la deuxième vague, ça dépend combien ça va durer, mais c'est pas grave. Si jamais c'est plus 2021, ça sera plus 2021. Donc, la règle d'or en affaires, s'adapter à la situation est toujours appliquée? Bien, Nolinor, ça a tout le temps été partie de nos valeurs de s'adapter aux besoins du client, puis c'est ce qu'on va faire. Je sais que dans la famille Prud'homme, qui est quand même une famille qui est présente en aviation depuis plus de 50 ans, je sais que Jacques Prud'homme, ton père, puis son père à lui, donc ton grand-père, avait comme philosophie, quand on promet un service à un client, on le livre. Oui. C'est comme un point d'honneur chez Nolinor. Oui. Ça veut dire que normalement, au début des vols, ils vont avoir 2 appareils en service, un en backup. Est-ce que c'est encore un peu la... Bien, de la façon que ça fonctionne au niveau de l'horaire, premièrement, merci pour la référence, c'est agréable. Alors, bien qu'on est au courant de ce projet-là depuis 1 an, on l'annonce simplement en juillet parce que là, on arrive dans les dernières étapes. Donc, on sait que les avions sont déjà achetés, le financement est déjà ficelé, le brand, tout ça. Donc, on fait simplement livrer la marchandise. Alors, au niveau de l'horaire, pour le début de l'horaire, on va avoir seulement 2 737-400 en opération et le 300 va être notre backup. Okay. Parce que, vu qu'on est dans le COVID, je pense pas qu'on va avoir un load factor de 90 %. Donc, le 300 peut être un bon Est-ce qu'on peut parler de la configuration des cabines, le nombre de passagers, la philosophie qui va être derrière? Oui. Alors, au niveau de la cabine, ça va être 158 sièges. Okay. Alors, on a acheté des bancs d'Europe. C'est un nouveau concept. C'est des bancs qui sont très minces, très confortables, mais surtout très légers. Oui. Okay? Donc, te donne un exemple, un banc d'une série de 3 sièges, généralement, ça pèse environ entre 80 à 90 livres. Et sous cette nouvelle formule-là, on parle d'environ 40 livres. C'est 50 % d'économie. Oui. Alors, à toute fin pratique, avec un 400, on va avoir plus de charge utile, plus de payload qu'un 800 pour les destinations qu'on veut avoir. Donc, tu peux remplir plus de passagers et aller loin. Oui. C'est ça l'objectif. C'est ça l'objectif. Alors, ça, c'est quand même un gros edge. Puis le edge aussi, c'est que, veux pas un 400, c'est à peu près un tiers du prix d'un 800. Fait que je pense que ça va être une bonne formule gagnante. OK. Puis à cette configuration-là, c'est pas la configuration la plus serrée. Il va y avoir de l'espace pour les jambes, il va y avoir... Je pense que c'est une bonne configuration. C'est effectivement pas la plus chargée, mais c'est quand même... ce qui est l'avantage des nouveaux sièges qu'on a, c'est que le pitch est quand même assez confortable. Donc, si on se rapproche pas de la philosophie des transporteurs à rabais ou pas cher, donc on va avoir une philosophie de service à bord, de qualité de service. Je pense que chez Nolinor, ce qui démarque Nolinor, c'est vraiment le respect de l'horaire et le service en vol. Donc, Nolinor va continuer dans sa philosophie de service à la clientèle, pas trop rapprocher les sièges, du service à bord aussi? En fait, je pense que, premièrement, la configuration, c'est une configuration économie, OK? Mais c'est quand même, au niveau des sièges qu'on a choisis, ça donne un pitch qui est un peu plus grand là, que ce qu'on retrouve actuellement. Alors, on va miser surtout sur un service à clientèle, un service en vol qui est amical, sympathique. Alors, les gens qui sont là, on veut vraiment qu'il y ait une expérience de voyage là, qui débute avec le vol. Puis, on a plein de petits features qu'on va ajouter au fil du temps, mais on a de quoi en banque. Mais on s'entend... La philosophie du transporteur à rabais dans l'aviation qui offre aucun service à bord, ça colle pas avec la... Non, pas vraiment. C'est pas notre ligne de pensée, je pense, puis ça l'a jamais été. C'est qu'on est là vraiment pour que les gens aient une expérience de vol qui soit intéressante. Puis, je pense que les gens vont être satisfaits.
Parce que Nolinor a 25 ans d'expérience et elle met ses 25 ans d'expérience sur cette ligne-là pour être dans la continuité. En fait, oui. L'idée là-dedans, c'est qu'actuellement, là, on se retrouve un peu... si tu veux faire une boucle, là, en 99, quand on est arrivé chez Nolinor, 100% du marché, c'était du marché du tourisme de chasse et de pêche. OK? Fait qu'on a décidé de faire une diversification, puis à peu près une vingtaine d'années plus tard, on se retrouve à 100% dans le domaine minier. OK? Donc oui, on a diversifié à un point tel que là, maintenant, c'est le minier qui prend le plus de place. Puis là, je pense que c'est l'opportunité actuellement de se diversifier pour rentrer carrément dans un nouveau marché puis assurer qu'on a une pérennité. Est-ce qu'au début, vous pensez pouvoir avoir vos propres employés de service au sol, vous allez donner à contrat? Est-ce que c'est décidé? Ah, ben ça, oui, on a déjà des firmes qui ont été réservées là, pour faire le handling de nos avions. On les nommera pas, mais il y en a une québécoise qui est très connue. Oui, il y en a une québécoise qui est très connue. Je pense que c'est avec eux qu'on a signé d'ailleurs. OK. D'ailleurs, je pense qu'ils ont une bonne réputation à Montréal-Trudeau. Oui, effectivement. Quand on a commencé à travailler avec les gens d'ADM, ils nous ont chaudement recommandé là, AFJet pour les nommer. Donc, on parle possiblement, si tout va bien, d'un lancement cet automne. Ça va être aussi, on parle de bons services à bord, mais des prix compétitifs, évidemment. Ben, au niveau des prix, ça, je ne peux pas te parler trop des prix pour le moment, mais je pense d'ici quelques semaines, là, ça va être... Mais on s'entend que le transport aérien, la demande est très sensible au prix. Hein? La demande est très sensible au prix, effectivement. C'est un marché très concurrentiel, mais on est confiant qu'on est capable d'aller chercher une part de marché. Tu sais, je regarde un peu comment les passagers ont été traités dans les derniers mois. C'est un peu invraisemblable que les gens soient obligés de se battre pour avoir un crédit sur leur vol. Là. Donc ça pourrait faire partie de la stratégie de Nolinor de rembourser les passagers. Je pense que ça pourrait faire partie de la stratégie d'avoir à cœur les passagers puis d'arrêter de vivre sur leur dos. Ça pourrait que ça soit gagnant comme stratégie. En tout cas, à court terme, je pense que... Je pense que oui. Parce que si on lit les commentaires des passagers sur les réseaux sociaux, je pense qu'il y a une certaine frustration. Je pense qu'il y a quand même une marge pour aller chercher, pour aller au-delà des attentes des gens. C'est fascinant. Quitte à offrir une assurance en extra, comme... Non, même pas. Pas dans ces eaux-là. Je pense que Nolinor, à date, notre formule, ça a tout le temps été la simplicité. Okay. Et non pas les astuces et les affaires compliquées. C'est qu'on va continuer de cette façon-là. Ah, OK. C'est intéressant, ça. La transition de ligne de vol nolisé à ligne aérienne régulière, qu'est-ce que ça implique comme transition? Pas grand-chose. En fait, je te dirais que tous les building blocks de ce qu'on avait besoin étaient déjà presque en place. Puis l'été passé, on l'a vu quand on a fait les vols de remplacement pour Sunwing. Écoute, les feedbacks qu'on a eus des passagers, c'était est-ce qu'on peut voler avec vous autres l'année prochaine? On veut réserver avec vous autres. Tu sais, on a réalisé du jour au lendemain que finalement, c'était pas si sorcier que ça, puis que c'était accessible à Nolinor. Puis quand on est arrivé avec le 400, ce qui est le fun, c'est que entre le 300 et le 400, il n'y a pas une grosse différence. C'est que au niveau des pièces, au niveau des certifications, au niveau de la formation, c'est une belle intégration. C'est rien de vraiment... C'est pas le projet le plus compliqué à date qu'on a eu chez Nolinor. Ah oui? Par contre, au niveau perception, médias sociaux, il faut être plus présent parce que là, on rentre dans une ligne aérienne publique. Je pense que Nolinor Aviation, on est assez présent sur les réseaux sociaux. Right? Je sais pas. Non, je pense qu'on a une belle attitude puis on est vraiment à l'écoute. On a une équipe, Karianne surtout, là, qui s'occupe des réseaux sociaux. Puis moi, je suis quand même pas mal impliqué dans le processus. Puis on est toujours en train de répondre à chaque demande qu'on reçoit. En DM, on reçoit beaucoup plus de commentaires en privé que sur les posts. Okay. Et on répond à chacun de ces commentaires-là. Alors, quand on va tomber dans une opération régulière, comme on l'a fait l'été passé, parce que Nolinor était le transporteur de Sunwing, on recevait beaucoup de demandes, puis on les a toutes tracées en temps réel, puis ça a très bien fonctionné. Donc, c'est nouveau départ pour Nolinor. Ouais, en fait, c'est l'accouchement. Ça fait 2 ans qu'on vit dans le secret. C'est qu'on a comme vraiment hâte de passer à d'autres choses. Ça devient difficile à garder à un moment donné. Oui, un secret, c'est difficile à garder, surtout dans le domaine de l'aviation. C'est pas facile. Mais comme exemple, dimanche passé, on a fait un meeting avec nos pilotes. Puis on voulait tester 2-3 affaires avec eux autres. Puis ils étaient pas mal tout au courant de tout, sauf une affaire. C'est qu'on s'est dit, c'est quand même pas pire. On a un ratio. Il nous reste une affaire que le monde n'était pas au courant. Ben merci, Marco Prudhomme. Merci beaucoup pour cette entrevue. Merci de votre intérêt. J'espère sincèrement pouvoir être là quand on va, ou en tout cas avoir la date de départ. On va vous inviter, ça nous fait plaisir. On est des fans d'aviation, nous autres, puis chaque fois qu'une compagnie québécoise se lance, on est content. Fait qu'on souhaite bonne chance à Nolinor et à bientôt, je l'espère. Merci beaucoup. Donc, on est de retour suite à cette superbe entrevue, messieurs. Ce fut très agréable de vous avoir avec moi. J'ai essayé tant bien que mal de reprendre le flambeau à pied levé.
Ça n'a pas été facile, mais je pense qu'on s'en est bien sorti sans notre productrice en chef et collaboratrice adorée, Claudia. Donc, je pense qu'on va être dû pour prendre une pause. On termine ça. C'était Grégory Blanc, ici, avec vous aujourd'hui. André Allard, puis salut Claudia. Oui. Olivier Lacombe, salut Claudia. All right, à la prochaine, messieurs. Salut. C'est tout pour l'épisode de cette semaine. Merci d'avoir écouté Aéropod. Abonnez-vous à notre podcast sur la chaîne YouTube ou encore pour la version audio sur iTunes, Google Podcasts, Spotify ou votre plateforme préférée. N'oubliez pas de demander les notifications pour être averti dès que le nouveau contenu est disponible. Visitez nos sites web mentoraero.com et lesailesduquebec.com pour toute info supplémentaire et n'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires ou questions à l'adresse aéropod, AEROPOD, @mentoraero.com ou encore sur la page Facebook de l'Aéropod. Over.